Depuis bientôt 6 ans, TV Liberté est à vos côtés chaque soir de la semaine avec son JT quotidien. Quand France Télévisions dilapide votre redevance, nous nous efforçons de vous présenter une information honnête et objective avec une équipe resserrée et un budget 1500 fois plus petit. En moins de 18 mois d'existence, le média, proche de Jean-Luc Mélenchon, a déjà changé 3 fois de dirigeant. Pendant ce temps, TV Liberté poursuit son chemin avec les mêmes figures, celles qui l'ont façonné depuis la première heure. TV Liberté, c'est une équipe solide qui tient dans la durée grâce à sa volonté de vous réinformer, mais aussi et surtout grâce à vous. Sans publicité, sans mécènes mondialistes, notre travail repose sur votre soutien. Avec des dizaines de milliers d'émissions, des millions de téléspectateurs, des milliers d'invités souvent privés de parole dans les médias subventionnés et des abonnés toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux, nous avons créé une véritable communauté qui refuse le politiquement correct. Et si nous relevons le défi, c'est parce que l'on compte sur vous. Et pour continuer, nous avons besoin de vous. Car ensemble, et seulement ensemble, nous sommes solides. Alors soutenez-nous. Aidez TV Liberté. Nous allons arriver en décembre prochain, chers téléspectateurs, au 40e anniversaire de l'intervention soviétique en Afghanistan, à la fin du mois de décembre 1979. Et il m'a paru pertinent, utile, de revenir sur cet épisode qui marque quelque part le commencement de la fin d'une guerre froide qui se terminera finalement à l'avantage de l'Occident. Alors, cette intervention soviétique qui venait remettre en cause la détente qui avait été patiemment construite au cours de la décennie précédente et qui s'était exprimée à travers la conférence d'Helsinki 4 ans plus tôt, eh bien, c'est une opération de grande envergure puisque très vite 90 000 hommes sont engagés. On a l'impression d'une opération chirurgicale que les soviétiques vont mener rapidement à bien pour rétablir leur ordre en Afghanistan. En fait, il n'en sera rien. Alors, qu'en est-il de cette situation ? L'Afghanistan, citadelle montagneuse entre l'Inde et l'Asie centrale, enjeu convoité depuis longtemps. Elle a été disputée entre Russes et Anglais dans le cadre du grand jeu qui a opposé les deux puissances pour le contrôle de l'Asie au XIXe siècle. L'Afghanistan, c'est une terre traditionnellement rebelle. Les Anglais en ont fait l'expérience en 1842 lors de la désastreuse retraite de Kaboul. Et en tout cas, les grandes puissances qui s'y trouvent confrontées, à savoir l'Empire britannique et l'Empire russe, devenu ensuite l'Empire soviétique, entendent bien établir leur mainmise sur cette région. En réalité, dans la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, et au moment où se développe la guerre froide, c'est un petit peu une zone grise où l'influence soviétique et l'influence occidentale s'équilibrent. Les soviétiques passent des accords économiques ou forment des militaires afghans. Les occidentaux financent la réalisation de travaux d'infrastructures. L'Afghanistan apparaît ainsi comme une sorte de zone intermédiaire dans le contexte de la guerre froide. Dès 1954, cependant, des accords de coopération assez importants sont conclus entre Kaboul et l'URSS, sous la direction
du général Daoud, qui était le premier ministre du roi Zahir Shah. Il s'agit d'aide financière, il s'agit d'exploitation du gaz naturel qui se trouve au nord du pays, au nord de la chaîne de l'Hindoukouche. Et puis dans ce contexte-là, en 1965, on assiste à la naissance du Parti démocratique du peuple, qui est en fait un parti communiste tout à fait orthodoxe, divisé en deux tendances, la tendance calque, le peuple, et la tendance Parcham, le drapeau, deux tendances qui recouvrent à la fois des prises de position. La première tendance apparaît plus révolutionnaire, plus radicale, la deuxième plus modérée. En réalité, il y a aussi derrière tout cela des rivalités de clans traditionnels, et notamment pour le contrôle de la partie pachtoune du pays. Alors, tout cela conduit en fait, en juillet 1973, à un coup d'État qui renverse la monarchie afghane, le roi Zahir Shah en l'occurrence, et c'est le général Daoud qui prend le pouvoir. Scénario assez classique à l'époque dans ce qu'on appelait le tiers-monde. Avec Daoud au pouvoir, l'influence de l'URSS grandit, les accords de coopération se précisent et on veut mettre en œuvre une modernisation du pays qui avait été complètement ratée dans les années 30 quand le roi Aminollah avait cherché à s'inspirer des réformes de Mustafa Kemal en Turquie ou de Reza Shah en Iran. Alors on va donc mettre en place, ou on essaie de mettre en place une réforme agraire, une politique d'alphabétisation, d'établir une nouvelle constitution, mais tout cela quand même sur un fond d'instabilité, puisqu'en 1975, Daoud va rompre avec la tendance Parcham et faire adopter une constitution présidentielle qui correspond en fait à l'établissement d'un pouvoir tout à fait personnel. Et en même temps, Daoud se rapproche du Pakistan, qui fait partie du camp occidental, de l'Inde également, de l'Égypte. Il s'agit de l'Égypte de Sadat. Tout cela, c'est pas fait pour plaire évidemment à Moscou. Et en avril 1978, lors d'un voyage officiel de ce général Daoud à Moscou, eh bien, il manifeste une volonté d'indépendance qui n'a pas l'heure de plaire aux hommes du Kremlin. Du coup, il y a des manifestations du Parti démocratique du peuple dans la rue, il faut proclamer l'état d'urgence, multiplier les arrestations. Et finalement, en avril 1978, eh bien, l'armée prend le pouvoir, s'empare du palais présidentiel, Daoud et sa famille sont massacrés. Mais c'est le début d'une descente aux enfers, car le pays est profondément divisé par les diverses factions. À la fin du mois d'avril, le secrétaire général du Parti démocratique du peuple, Taraki, devient le leader du pays. Il représentait la tendance populaire que j'évoquais tout à l'heure. Il devient alors le premier président de la République démocratique d'Afghanistan. Babrak Karmal, venant de la tendance Parcham, est son vice-président au sein du Conseil révolutionnaire. Et Hafezollah Amin, lui, est Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Alors voilà un attelage qui ne va pas tenir longtemps, d'autant que le nouveau régime veut faire une politique de table rase, multiplier les réformes. Beaucoup des hommes du pouvoir ont été formés à Moscou. Dans un premier temps, le pays réel manifeste un certain attentisme jusqu'au début de 1979. Alors on lance donc des politiques d'alphabétisation, de réformes agraires, d'annulation des dettes paysannes envers les grands propriétaires. Également, on fixe un plafond à la superficie des exploitations. Tout cela est très difficile à mettre en œuvre dans un pays où il n'y a pas de cadastre, évidemment, et où on ne s'en prend pas aux prêteurs urbains qui sont surtout à l'origine de l'endettement paysan. Alors tout cela fait que quand on va aborder la fin de l'année 1979, eh bien, on voit déjà se développer un certain nombre d'actions définies ou identifiées
qualifiés comme contre-révolutionnaires contre toutes ces réformes du Parti démocratique du peuple. Alors les rebelles, qui trouvent un soutien au Pakistan voisin, qui trouvent un soutien indirect aussi des États-Unis, d'autant que l'ambassadeur américain a été pour un temps enlevé à Kaboul, une insécurité générale se développe, la rivalité au sein du camp révolutionnaire s'affirme entre Taraki et Hafezollah Amin, et tout ça dans un contexte difficile, il faut le rappeler, puisque c'est celui de la révolution qui vient de triompher en Iran, la révolution islamique, avec une Amérique confrontée à l'affaire des otages de l'ambassade US de Téhéran. Alors en mars 79, dans ce contexte, Taraki est remplacé par Amin, la présence russe s'affirme, la rébellion en revanche se développe, définie, baptisée contre-révolution par les hommes du pouvoir, évidemment. La police secrète communiste mise en place enlève les opposants, en liquide un certain nombre. Il faut compter avec les révoltes ethniques, notamment celle des Hazaras chiites du centre du pays. Il faut compter aussi avec les dissidences qui menacent dans le nord, au nord de la chaîne de l'Hindoukouche, en pays tadjik et en pays ouzbek, puisque ces minorités se dressent contre l'hégémonie pachtoune, l'ethnie majoritaire du pays. Et à l'intérieur même du camp Pashtun, des luttes de clans opposent ceux qui sont favorables à la lignée royale traditionnelle des Tourani aux autres. Alors, l'opposition donc sur ce terrain ne peut que se développer, une opposition bien sûr musulmane, islamiste, mais en même temps dispersée, divisée en plusieurs mouvements. Le résultat de tout cela, c'est que en septembre 1979, il y a une tentative manquée de liquider Hafezollah Amin. Taraki, contraint à la démission, est ensuite liquidé lui-même, et l'URSS doit reconnaître le nouveau pouvoir d'Amin. Mais en même temps, l'insurrection se généralise dans le pays contre le pouvoir de Kaboul, qui devient très vite une fiction pure et simple. Alors là, le risque devient trop grand pour Moscou, où l'on ne veut pas entendre parler d'un recul. L'Afghanistan a rejoint le camp socialiste et il n'est pas question que cette situation puisse être remise en cause. On a vu comment les soviétiques sont intervenus en 56 en Hongrie, en 68 en Tchécoslovaquie. Il est clair qu'en 79, il n'est pas question de laisser faire les contre-révolutionnaires donc dans cette région, dans ce pays. Encore une fois, dans un contexte délicat, avec un président américain, Jimmy Carter, auquel on reproche sa faiblesse face à l'URSS, parce qu'il a cru profondément à la détente qui s'est concrétisée à Helsinki, et puis également le contexte, je le rappelle, des otages de l'ambassade américaine de Téhéran. C'est donc dans ce moment précis de la fin de l'année 79, alors que l'on s'approche de Noël, et on pense que cela risque de limiter les réactions occidentales, c'est dans ce contexte précis qu'intervient donc l'engagement soviétique en Afghanistan, par l'aéroport de Kaboul. Les forces spéciales vont débarquer. Après quelques combats de courte durée, eh bien, ils vont s'emparer des bâtiments publics. Amin est exécuté. Babrak Karmal, le leader du Parcham, le remplace avec la bénédiction des soviétiques. Ceux-ci ensuite vont préciser, confirmer leur intervention. En mars 1980, il y aura 105 à 130 000 soviétiques qui seront engagés. Cette division, plus les Spetsnaz des forces spéciales, tout cela s'est fait de manière relativement discrète, puisqu'on a engagé des divisions déployées en Asie centrale et qui ont pu donc intervenir directement
dans le pays voisin. L'URSS apporte bien sûr un support logistique considérable, sa puissance aérienne, 650 hélicoptères sont engagés, plus la maîtrise du ciel que garantissent évidemment les MiG-21 et les MiG-23, sans parler des avions transporteurs qui vont amener sur place toutes les troupes nécessaires. Au départ, les choses semblent se présenter au mieux pour les soviétiques. Effectivement, les États-Unis, un peu tétanisés par cette affaire, qui intervient au cours de ces années 70, après donc les illusions de la détente, et alors que les soviétiques n'ont cessé de marquer des points en s'installant au Vietnam, en s'installant en Afrique australe, en Angola par exemple, également dans l'océan Indien, à partir de la Somalie, quelque temps après la révolution éthiopienne également. Tout cela semble laisser penser que l'URSS va pouvoir en quelque sorte profiter de ce succès. Mais le problème, c'est que la résistance afghane, qui s'était déjà déployée contre le pouvoir de Kaboul, va montrer une capacité de résilience tout à fait étonnante. Il n'y aura pas d'effondrement rapide de cette résistance afghane, contrairement à ce que pensaient les maîtres du Kremlin, qui pensaient imposer leur volonté à l'issue d'une guerre courte. En fait, la résistance musulmane est profondément enracinée dans le pays, dans la société afghane, et le fait de pratiquer pour les soviétiques une politique de terre brûlée va avoir, comme c'est souvent le cas dans ces circonstances, l'effet exactement inverse au but recherché. Les soviétiques, certes, vont contrôler une partie du pays, un certain nombre de grandes bases, notamment à Kaboul. Ils vont installer également la base de Bagram dans le sud. Ils vont contrôler la grande route circulaire qui, depuis le nord, franchit le tunnel de Salang et puis ensuite rejoint Kaboul, puis Kandahar, puis Herat dans l'ouest pour rejoindre ensuite Mazar-i-Sharif au nord. Mais le fait de contrôler cet axe stratégique ne signifie rien quand tout l'intérieur montagneux du pays, d'accès difficile, est toujours hors contrôle, avec une population complètement insurgée face aux envahisseurs. Alors les soviétiques donc se contentent de contrôler les grandes villes, l'axe circulaire qui fait le tour du pays, le nord à cause des gisements de gaz naturel qui sont exploités à leur profit, et pour le reste, eh bien, on va lancer des opérations de contre-guérilla, mais qui se révèlent finalement décevantes du fait de la solidité de la résistance populaire. Résistance soutenue par les États-Unis, notamment depuis le Pakistan voisin. La CIA est à l'œuvre dans les camps de réfugiés qui se sont installés notamment dans la région de Peshawar, non loin des fameuses passes de Khyber, qui sont le passage entre l'Afghanistan et la vallée de l'Indus. Les Américains qui vont notamment fournir aux insurgés des missiles solaires Stinger, qui vont être particulièrement efficaces et mettre en cause la maîtrise de l'air soviétique. Et au bout du compte, en quelques années, eh bien, les résistants, les insurgés vont contrôler les 3/4 du pays, les soviétiques ne conservant plus le contrôle que de certaines villes et de certains axes stratégiques. Alors, il y a aussi une faiblesse quand même de cette résistance, c'est sa division. Comme
commandant Massoud, dans la vallée du Panjshir, remporte certes des succès contre l'adversaire, mais il reste très isolé du fait de la division ethnique, clanique du pays qui empêche en quelque sorte l'unité nécessaire de la résistance. Il n'empêche que la guerre d'Afghanistan, cette guerre asymétrique, va s'enliser complètement, et ce jusqu'en 1988, qui verra finalement le retrait des soviétiques. Alors il faut replacer l'événement dans ce contexte. C'était à l'issue d'une période de poussée soviétique, encore une fois après les illusions de la détente, poussée soviétique, je l'ai dit, en Afrique, dans l'océan Indien, en Asie orientale. C'est la période où l'Iran, gendarme des États-Unis dans le Golfe, s'effondre. C'est un bouleversement politique considérable, avec cette révolution islamique au lendemain tout à fait incertain. Et on peut penser à ce moment que les soviétiques vont quand même réussir à tirer leur épingle du jeu. Mais l'acharnement avec lequel les dirigeants de Moscou refusent tout retour en arrière, par principe en quelque sorte, puisque toute nouvelle conquête du socialisme doit être irréversible, va faire qu'au bout du compte, tout cela va se terminer en catastrophe. L'URSS va s'user en Afghanistan. Alors bien sûr, il y a d'autres raisons. Il y a notamment l'obsolescence de son système économique qui fait qu'elle n'est plus en mesure de soutenir la compétition avec les pays occidentaux et notamment les États-Unis. Mais en tout cas, l'affaire d'Afghanistan va quand même jouer un rôle important dans l'effondrement de l'URSS. D'ailleurs, l'une des premières mesures que prend Gorbatchev quand il essaie de sauver les meubles, c'est de trouver un accord pour mettre un terme à ce conflit. Alors l'Occident, d'une certaine manière, l'a emporté, mais attention, il l'a emporté seulement pour peu de temps, car derrière, l'anarchie qui s'installe va permettre la victoire des islamistes, l'installation au pouvoir des islamistes, et le djihad qui a été en Afghanistan victorieux des soviétiques va avoir un retentissement considérable dans l'ensemble de l'espace musulman, où il va encourager à l'émergence et au développement du djihadisme anti-occidental. J'ai le grand plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Aude de Queyros. Aude de Queyros, qui est une artiste, une essayiste, qui ferraille depuis quelques années contre l'escroquerie de l'art contemporain, qui nous a donné notamment un ouvrage publié aux éditions Erol, L'imposture de l'art contemporain, et puis également un autre ouvrage chez le même éditeur, L'art caché, dans lequel elle présente justement ceux qui sont des dissidents par rapport à cet art contemporain qui occupe tout le champ médiatique. Alors elle n'est pas la première à engager ce combat. On peut citer plusieurs noms de gens qui sont ses complices d'ailleurs. Je pense notamment à Kostas Mavrakis, à également Marc Fumaroli, bien sûr, Jean Clair, pionnier en la matière, et puis Christine Sourgin, et Nicole Estérol, et Jean-Philippe Domecq. Et Jean-Philippe Domecq, que j'oubliais. Mais elle nous donne aujourd'hui un ouvrage, donc Nouvelle géopolitique de l'art contemporain, donc aux éditions Erol, tout à fait remarquable à plusieurs titres. D'abord, j'y insiste, par la qualité de l'enquête, du travail d'investigation, de documentation qui a été réalisé et qui révèle une érudition sans faille sur la question, une érudition extrêmement actualisée, puisque nous sommes à la fois dans un travail de recherche dans le temps, puisqu'il s'agit de se pencher sur les 70 dernières années, et l'évolution des choses pendant toute cette
séquence, puis également dans l'espace, puisqu'elle nous entraîne dans un certain nombre de pays, sur un certain nombre de places mondiales de cet art contemporain, pour détecter quelles sont les évolutions en devenir, aussi bien du côté de la Russie que de la Chine. Donc un ouvrage tout à fait unique par l'ampleur de l'approche qui a été réalisée. De plus, un ouvrage extrêmement lisible, qui ne sombre pas dans un langage qui serait par trop technique. En fait, une synthèse qui était depuis longtemps nécessaire pour cerner ce phénomène bien particulier que l'on appelle l'art contemporain, qu'il faut distinguer, je le rappelle, de l'art moderne, qu'il faut distinguer des avant-gardes du premier XXe siècle, qui s'est imposé en gros depuis les années 60 et qui constitue un phénomène majeur dans le processus d'une mondialisation qui est à la fois économique, idéologique, mais qui entend également établir une hégémonie culturelle, constituant en fait à fabriquer les zombies moyens qui vont accepter tout et n'importe quoi, ce qui est le cas avec toutes les escroqueries diverses liées à ce phénomène de l'art contemporain. Alors, pour commencer ce débat, cet échange de Kéros, je pense qu'il est peut-être utile pour nos téléspectateurs de définir précisément ce terme d'art contemporain, parce qu'il y a des ambiguïtés qui demeurent à ce sujet. Notamment, je crois qu'il faut distinguer ce qu'on a appelé dans le passé l'art moderne, c'était l'expression retenue il y a encore quelques dizaines d'années, et ce qui est devenu l'art dit contemporain depuis maintenant un demi-siècle pratiquement. Oui, en effet, il y a eu une sorte de schisme qui ne s'était, à mon avis, jamais produit dans l'histoire, entre un art qui serait l'expression, un langage qui n'est pas celui des mots, qui est celui des images, qui est celui de la matière, de la forme, pour exprimer, je dirais, des choses de l'être qui ne s'expriment pas totalement par la parole. Et donc l'art, c'était ça, et ça a pris 1000 formes différentes, mais le principe était que la forme accomplie portait un sens au-delà des mots. Et que ce moyen d'expression est anthropologique, il date de la nuit des temps, et il est nécessaire. C'est-à-dire que si tout d'un coup on éliminait cette façon, par la forme, par l'image et par l'esthétique, de communiquer, on ne serait plus tout à fait un homme. Parce que le langage des mots ne suffit pas. C'est ça, c'est une dimension anthropologique fondamentale. Alors là-dedans, évidemment, il y a une immense diversité. Ça couvre les grottes de Lascaux. Quand vous regardez les grottes de Lascaux, vous êtes contemporain des grottes de Lascaux. Vous n'avez pas besoin d'explications. Vous existez en même temps qu'elles. Et l'art, c'était un peu ça. Ça sortait du temps quand il était réussi, quand il correspondait à quelque chose d'humain. Il traverse le temps, il est contemporain en permanence. Bon. Alors évidemment, cette forme-là s'est brisée. Alors, ça commence, disons qu'il y a une petite avant-garde qui commence avant 1914, qui est conceptuelle, c'est Marcel Duchamp. C'est Marcel Duchamp, le père fondateur. Voilà, qui est fondateur. Et cette petite avant-garde va devenir la seule avant-garde à partir de 1960. Donc par un processus historique très lié à la politique, puisque il y a eu une brisure du monde en deux, avec le monde communiste d'un côté et le monde libre de l'autre. Une histoire complexe, mais on rentrera peut-être dedans tout à l'heure. Et puis, en 1960, l'Amérique n'avait pas réussi à, briser l'Europe comme référence pour ce qui est de l'art. Pour d'autres choses peut-être, mais pas dans ce domaine-là. Ils avaient essayé en disant que la modernité était à New York, aux États-Unis, en faisant la promotion de l'art abstrait. Et le problème, c'est qu'en Europe, l'art abstrait, il existe avant la guerre de 14. Donc c'était une des avant-gardes. Il y en avait de multiples. Il faut bien comprendre que la modernité, c'est de multiples avant-gardes avec des formes très différentes qui coexistent et qui sont encore là
là aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez une sorte de fleuve classique qui explose et on est dans l'immense delta déjà depuis, je dirais, 1830. Et ça, c'était la modernité. Et la modernité, c'est quelque chose peut-être dont on peut parler tout à l'heure aussi, de complexe. Mais les Américains, voyant qu'ils n'y arrivaient pas, ont pris une autre avant-garde, qui est l'avant-garde conceptuelle. Et là, on n'est plus dans l'art, on est le concept d'abord, et la forme éventuellement, ou sans importance. Ce n'est pas la forme qui donne le sens, c'est le concept qui donne une forme éventuelle. Voilà. Donc il y a une brisure sémantique, puisque, surtout après 1975 à peu près, quand les Américains gagnent la guerre culturelle, puisque le mot avant-garde qu'ils essayaient de s'approprier, et qui était un mot que les communistes utilisaient beaucoup, donc c'était un mot, disons, de l'autre clan, de l'autre bord, de l'autre camp. Et ils ont remplacé, ils ont fait cette chose absolument géniale sur le plan de l'efficacité. Ils ont dit, ce sera de l'art contemporain. Donc tout ce qui n'est pas conceptuel n'est pas contemporain et déclassé. Et on a déclassé l'Europe, puisque l'Europe avait à la fois toutes les avant-gardes, et tous les classicismes, et toute la suite de la modernité, et toute la suite de la tradition. Donc tout ça devenait obsolète, et avec d'autres stratégies, dont on peut peut-être parler tout à l'heure aussi, ils ont réussi à faire en sorte que l'art contemporain, c'est ce que le marché de New York décide être de l'art contemporain. Alors, et ils ont gagné la guerre froide culturelle. Voilà, ça nous ramène à ce titre un peu inattendu, géopolitique de l'art. Parce qu'effectivement, ce que vous montrez bien, c'est que toute cette question s'inscrit dans un processus de guerre culturelle qui a opposé au sortir de la Seconde Guerre mondiale. De la première. Même dès la première, oui. Qui a opposé d'un côté ce qui va devenir l'art contemporain et puis l'héritage antérieure. Et cette guerre culturelle, elle va se terminer, vous le montrez bien, au bénéfice de New York, au bénéfice des Américains. Elle est pour l'instant, comment dire, globalement, le mot n'est pas adapté, elle est encore sous l'emprise de New York, mais par rapport à la décennie précédente, elle n'est plus hégémonique à mon avis, elle est dominante. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette dernière décennie. D'où le titre, la nouvelle géopolitique de l'art contemporain. Oui, parce que nous sortons, alors ça c'est un petit peu mon avis qui n'est pas partagé, et surtout ce n'est pas la position officielle, c'est que donc on sort d'un monde bipolaire en 91. On entre dans un monde hégémonique, alors on parle de l'art là, à partir de 1991, et à mon avis ce monde hégémonique dure 20 ans et commence à se briser après 2010. Et la raison pour laquelle il se brise, c'est peut-être ce qui s'est passé, enfin ce sont des hypothèses, parce que moi je l'ai vécu au travers simplement de la question artistique. Je ne suis pas une spécialiste d'autre chose, et encore, est-ce qu'on peut dire que je suis un point de vue sur cette question? Il y en a d'autres. C'est que en 2008, il y a le deuxième krach financier mondial. Le premier ayant eu lieu en 91, le deuxième en 2008. Et que tout d'un coup, la question de la monnaie et de l'argent est une question que tout le monde comprend. Quelle que soit la culture, où que ce soit dans le monde, on sait comment fonctionne l'argent. C'est-à-dire que tout le monde, même le plus petit, le plus pauvre, sait ce que c'est que l'argent. Et quand on comprend qu'il y a des ambiguïtés sur la question de la valeur et des critères de la valeur, eh bien, on commence à se méfier en se disant, si la monnaie est fausse, si les valeurs financières qu'on nous propose n'ont pas de contenu, n'ont pas d'équivalent matériel, nous sommes en grand danger et on nous manipule. Bon. Donc, c'est à peu près ce que tout le monde, même celui qui n'est pas un financier, même celui qui n'est pas un politique, même
la plus modeste personne a compris en 2008. Et très curieusement, comme on leur proposait un produit qui ne s'est pas effondré en 2008, c'est-à-dire l'art contemporain, où on ne leur explique pas les critères, où la valeur n'est pas compréhensible, où pourquoi un artiste vivant va passer de 50 millions à 91 millions, comment se fabrique cet argent, parce que c'est une fabrication monétaire d'une certaine façon. Les gens se disent qu'il y a une manipulation derrière. Ils l'ont vu en 2008 et ça peut concerner l'art aussi. Et à ce moment-là, il y a surtout quelque chose qui se produit qui est immense, c'est que le monde entier a un doute sur non, c'est pas la capacité, mais la moralité et le sens de la vérité du monde occidental qui a imposé ce système financier, ou qui domine le système financier. Donc il y a un doute sur ce qu'on considère comme la référence. Vous aviez employé, je crois, à propos de l'art contemporain, pour résumer les choses, le terme d'utopie financière. Oui, et l'art contemporain est une utopie financière. Ça. Mais les produits financiers sont aussi des utopies financières. Et je dirais que toute la construction financière qui mène le monde est une utopie financière. Et d'ailleurs, on le sait si bien que tout le monde se dit quand va tomber la pyramide de Ponzi qui constitue la circulation monétaire de l'argent dans le monde. C'est ça. Et alors, en ce qui concerne l'art, évidemment, dans cette affaire-là, dans cette construction-là, l'art tel que nous le connaissons ou nous l'avons connu n'a plus sa place. Non, c'est parce qu'en plus... Ça devient le règne du grand n'importe quoi. Il n'a pas sa place parce qu'il n'est pas rentable, tout simplement. Pour devenir un produit financier international artistique, il faut produire énormément. C'est presque obligatoire de faire des produits sériels, ce que permet l'art conceptuel. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire une œuvre gigantesque, moyenne, petite, pour différentes clientèles, à différents niveaux, plus tous les produits dérivés, plus les pins, les cartes postales, les casquettes, les t-shirts, etc. Et en fait, on entre dans une production industrielle de l'art qui permet d'être vu absolument partout, d'être diffusé partout. Et réellement, ce qui devient la somme de 50 millions ou 91 millions. Vous avez compris qu'il s'agit du dog de Jeff Koons et du lapin de Jeff Koons, puisque c'est l'artiste le plus cher du monde. Eh bien, il faut toute cette construction pour qu'il soit visible partout, hyper visible, pour que la presse en parle, parce qu'il y a du scandale, parce qu'il y a toutes sortes d'événements autour. S'il n'est pas hyper visible, il ne peut pas être hyper coté, et s'il n'est pas hyper présent partout, il ne peut pas l'être. Et il faut pour ça que ce produit soit entré à un moment donné dans une chaîne de la fabrication de la valeur, qui est une circulation de l'œuvre massive, par des expositions, par des biennales, par des foires, et finalement, en dernier, qui doit être possédé par plusieurs hyper collectionneurs, parce que c'est eux qui sont les garants, qui fixent les niveaux de prix, les niveaux de prix, et qui sont les garants de la stabilité du prix, parce qu'ils ne vendent jamais sans se consulter. Donc on ne vend qu'à celui qui achètera plus cher pour qu'il ait le droit de rentrer dans le club, qui permet de fréquenter les plus grands. Alors évidemment, là vous pouvez, et à ce moment-là intervient in fine le musée du Louvre, les grandes institutions, Versailles, la place Vendôme, voilà. Donc ça c'est je dirais, la ratification officielle de la chose. Ça légitime en quelque sorte une construction qui était complètement artificielle. Exactement, donc c'est la légitimité in fine. Alors évidemment, imaginez un très très bon peintre qui n'est pas conceptuel, dont chaque œuvre est unique et qui mettra une vie à faire une œuvre qui ne sera pas colossale, donc elle ne peut pas être diffusée partout. Il ne peut pas rentrer dans ce jeu-là, c'est pas possible. J'ai un ami qui est un magnifique peintre, je pense à Igor Bittman par exemple, parce que c'est lui qui me raconte l'histoire. En France, un peintre comme ça ne peut pas vivre. Les galeries ont disparu, il n'y a plus de critique d'art, aucune institution française n'achètera un tableau de cet homme.
Et donc il pense à faire ce que tout le monde fait ici en France, c'est-à-dire trouver une galerie à Bruxelles, à Londres et à New York. Parce que là, il n'y a pas cet interdit. L'État ne se mêle pas d'art. Oui, parce que le cas de la France est tout à fait particulier. Totalement, on le voit bien à la lecture de unique. votre livre. C'est absolument unique. Nous avons l'État qui se met avec le marché et qui fait qu'il n'y a rien d'autre. Et il impose un modèle totalitaire. Voilà, en fait, on peut dire ça dans la mesure où il y a un art unique. Voilà. Et on reviendra sur cette question d'art unique, parce qu'il y a eu un autre art unique. C'est rarissime. Vous aviez de multiples avant-gardes, et puis tout d'un coup, vous avez Staline, en 1934, qui dit il y aura un art unique international. Le réalisme socialiste. Voilà. Et par symétrie avec Staline, les Américains ont dit il y aura un art international, un seul, l'art contemporain. Et si vous voulez, à ce moment-là, la symétrie se fait et le combat peut avoir lieu et l'Amérique gagne. Et l'Amérique gagne dans le contexte bien connu de la guerre froide. Mais je reviens à cet ami qui est un grand artiste. Il va donc à New York et il voit un galériste qui serait extrêmement heureux d'avoir son travail. Mais lui, le galériste, il doit être rentable aussi. C'est le problème du modèle économique qui se pose à ce moment-là, et c'est tout à fait normal. Et il lui dit, écoute, moi je peux te prendre, mais à une condition, 60 tableaux par an. Bon. Cet homme, il est d'abord peintre, et à condition de survivre, tout va bien. C'est un tel privilège d'être peintre, et si bon peintre. Et il dit, moi je ne peux pas. Même 30, c'est trop. Donc, qui peut gagner de l'argent sur lui dans l'état actuel des choses? En restant dans un héritage traditionnel. On peut appeler ça d'une création d'œuvres uniques qui demande du travail, du temps et qui demande un accomplissement. L'art conceptuel a cet avantage, c'est que vous gribouillez un petit machin et vous mettez une équipe de graphistes, de designers, etc., qui va vous sortir le petit gribouillis et le concept en plusieurs formes que l'artiste va valider et ensuite ça rentre dans la chaîne de la production industrielle. Bon. Donc c'est pas le même monde, c'est pas le même métier. C'est un fait économique et c'est comme ça. Et alors en France, les choses se sont rapidement détériorées, vous l'expliquez très bien, à partir de 81, avec Jack Lang aux commandes, qui va imposer un art officiel qui sera l'art contemporain. On a mis beaucoup de temps à comprendre que ce processus se mettait en place. En fait, le problème a été qu'immédiatement, on a créé des institutions, on a mis un budget très important, créé des institutions, un corps des inspecteurs de la création, et vous avez aujourd'hui 200 inspecteurs de la création, qui ont ce titre, conseiller ou inspecteur, qui travaillent à plein temps pour diriger l'art contemporain. Donc il faut aussi qu'ils justifient alimenter les fonds d'art contemporain. Donc leur travail, c'est de distribuer des subventions, des avantages pour que les artistes puissent survivre, puisqu'il y a un autre phénomène qui est tout à fait extraordinaire, c'est que même s'ils sont dans les clous, s'ils sont contemporains, s'ils sont conceptuels, pour ainsi dire, aucun artiste français n'est au top 100 mondial. C'est-à-dire que le marché de New York ne prend pas en compte les artistes d'État français. Donc, disons qu'ils sont pas sur le très haut marché. Et je dirais la France a disparu du très haut marché. Ce qui est absolument fascinant, c'est de quand on dire pense à ce qu'était le rôle de Paris à deux générations. Vous avez... Alors le très haut marché est aussi une chose étonnante. Vous avez plus de 30% d'artistes de ce très haut marché qui sont chinois. Et chez les Chinois, il y a tout, c'est-à-dire vous avez l'art contemporain, mais vous avez la peinture moderne ou traditionnelle, enfin vous avez à peu près toute la gamme. Et donc c'est eux qui tiennent le haut du pavé du top 100. Ça, c'est un phénomène nouveau, ça. Qui a 10 ans. Qui a 10 ans, oui. Qui a 10 ans. Et juste en dessous, vous avez, donc disons, plus d'une trentaine sont chinois, et juste en dessous, vous avez environ 18 artistes
américains. Après, vous avez les artistes anglais et allemands. Et puis après, vous avez le monde entier, dont par exemple quelques artistes d'Amérique du Sud. Cette année, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 artistes africains qui viennent de sortir, parce que l'Afrique est rentrée dans la grande boucle de cette chaîne de fabrication de la valeur qui fait maintenant le tour du monde. Maintenant, tous les continents y sont, y compris l'Afrique, depuis 2 ou 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'art en Afrique avant, ça veut dire qu'il n'était pas... il n'entrait pas dans la chaîne de fabrication. Parce que ça fait depuis le début du XXe siècle, l'Occident s'intéresse, et le monde entier s'intéresse à l'art africain. Et depuis une quarantaine d'années, il y a un très grand intérêt, mais qui sont des intérêts de personnes qui ne sont pas celles de l'institution ou du marché, mais qui s'intéressent à des artistes africains. Mais là, ils sont adoubés par le très haut marché parce que tout simplement, du jour au lendemain, vous avez des gisements d'argent qui nécessitent absolument des formes de circulation de monnaie secondaire dans les environs. C'est-à-dire que dans le Mali, vous avez une production pétrolière, et donc vous avez tout de suite des très riches qui ont besoin d'acheter ce type de produits d'abord pour rentrer dans les grands réseaux internationaux de gens très riches, qui suivent les foires de l'art contemporain et qui se rencontrent à ces occasions, mais aussi pour pouvoir faire circuler un peu de monnaie, la faire sortir, entrer, etc. Et puis il y a les diamantaires de l'Afrique du Sud qui ont aussi ce genre de besoin, et vous avez là un autre pôle, et vous avez comme ça des pôles qui se créent là où tout d'un coup vous avez un puits de pétrole qui jaillit. Où il y a effectivement de la ressource financière. Alors il y a une expression que vous utilisez dans votre livre, c'est celle d'art civilisationnel opposé à l'art contemporain. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, pour s'adapter, l'art contemporain évolue de décennie en décennie parce qu'elle est obligée, elle a une grande capacité d'adaptation, et je dois dire que je suis toujours en admiration devant l'adaptation. La capacité à rebondir. Etc. Et elle accepte à la marge le street art, l'art brut, elle accepte des choses comme ça, mais à la marge. Ça n'est pas rentable, comme pour les raisons que je vous ai dites, mais c'est idéologiquement nécessaire parfois. Mais il y a un seul art qui n'est jamais accepté, c'est un art qui serait dans la suite, je dirais, dans la modernité de la tradition. C'est-à-dire la modernité étant l'adaptation au temps présent. Un art qui exprime dans la durée une identité particulière. Voilà. Oui, et que l'art, je dirais, dans la suite de la tradition aujourd'hui, n'est pas le même que celui d'il y a 20 ans, il y a 60 ans, 80 ans, 200 ans, etc. Mais on le reconnaît, on sent que c'est un art qui a une racine civilisationnelle, mais aussi qu'elle a subi des influences, ou du moins assimilé des influences qui l'ont fait se transformer, changer, et qu'il y a une perpétuelle métamorphose de l'art, je dirais, civilisationnel. C'est une modernité continue et adaptée au temps. Et donc cet art-là, c'est le seul que le système de fabrication de la valeur de l'art contemporain ne veut pas, n'accepte pas, tient à l'écart. Et tient à l'écart, pour des raisons bien précises. Merci infiniment, Aude de Queyros. Nous n'avons pu aborder qu'une faible partie des questions dont vous traitez dans ce livre. Je rappelle son titre, Nouvelle géopolitique de l'art contemporain, aux éditions Erol. Et je le recommande chaleureusement à nos téléspectateurs, car à l'issue de sa lecture, je crois qu'ils auront à peu près tout compris à ce phénomène un peu insolite que constitue l'art contemporain. Merci.